merci infiniment d'être avec nous et bienvenue dans votre émission préférée Avis de la diaspora. Chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le www.afrowebtv.com. Accueillis dans ces mois et ces moments, nous honorons encore une fois de votre présence avec toute l'équipe d'Afroweb TV. Toutes nos excuses pour ce petit retard accusé. Alors, dans quelques instants, nous allons commencer, mais pour l'heure, nous aurons juste à vous demander de copier le lien de cette émission et de partager avec les uns les autres sur différentes plateformes, également sur les réseaux sociaux, comme vous savez le faire. Pour débattre des sujets d'aujourd'hui, nous avons convié pour l'occasion Monsieur Alès qui est au studio avec nous, et Monsieur Alès, analyste politique qui fait partie également de la société civile. Nous avons le privilège d'avoir par duplex depuis Bruxelles Monsieur Philippe Amedodi. Bonjour à vous, merci infiniment d'être avec nous pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Au menu donc de cette émission, nous parlerons de l'avenir sociopolitique du Bénin et de la Côte d'Ivoire après les 102 ans d'indépendance. Nous irons en deuxième partie pour parler des manifestations publiques, comment est-ce qu'elles contribuent en réalité aux solutions face à la crise de la cherté de la vie, et bien sûr avec vous nous en parlerons. Pour planter le décor et voir comment est-ce que vous allez, Monsieur Philippe Amedodi, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour Alex. Je salue très affectueusement les fidèles auditrices et auditeurs de votre canal d'information FM Liberté. Merci Monsieur Philippe Amedodi d'être avec nous aujourd'hui. Et Monsieur Alès, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour frère Philippe et bonjour à la diaspora africaine. Merci. Merci à vous. Nous abordons la première partie de cette émission en parlant donc de l'avenir politique des deux pays frères qui sont aujourd'hui à leur 62e année. Alors l'an 62 du Bénin et de la Côte d'Ivoire ont été marqués par des défilés, les discours et des différentes manifestations malgré les situations politiques que traversent tous ces deux pays. Et bâtir une nation moderne qui offre les mêmes chances de réussite à tous et passer par des actions volontaires et d'autres actions. Nous en parlerons également avec vous au cours de cette émission. Et ma première question pour M. Philippe Amedodi, qu'est-ce qui a changé avec le citoyen lambda des deux pays quand on considère par exemple que nous sommes après 62 ans d'indépendance? Merci Moïse pour cette question. Maintenant, on pourrait parler de changement en se référant à certains indicateurs, ok, et fondamentalement ce que les économistes appellent le PIB, par exemple, le produit intérieur brut, ou bien l'indice de développement humain. Malheureusement, je me suis amusé à faire une série d'analyses, de collecte d'informations et d'analyses. J'ai pu constater malheureusement que beaucoup de choses n'ont malheureusement pas changé. Contrairement à d'autres pays qui ont eu leur indépendance également dans les mêmes années, c'est-à-dire dans les années 60, ces trois pays d'Afrique sont malheureusement économiquement et politiquement restés, j'allais dire, sans péjoration, sont restés attardés. Ces deux pays, malheureusement, sont restés à la traîne. Donc, maintenant, et je termine en disant, ce n'est pas le sens du débat d'aujourd'hui. Le facteur ou bien la principale cause de l'attardement politique et économique de ces deux pays trouve quand même une bonne partie de sa raison dans le type d'indépendance que la France a donné au Bénin et à la Côte d'Ivoire. Il s'agit malheureusement de ce que certains ont appelé une indépendance factice,
c'est-à-dire qui ne permet pas en réalité à ces deux pays-là de prendre à leur économie et à leur vie politique de prendre un envol digne de ce nom. Nous en reviendrons peut-être à la suite du débat lorsqu'on va analyser peut-être avec des peines beaucoup plus fines, de peines fins, les problèmes auxquels ces deux pays sont confrontés, avec des similitudes bien sûr, avec des similitudes par rapport au Togo. Voilà l'entame, ce que je peux dire. Malheureusement, beaucoup de choses n'ont pas changé. Les populations sont encore, croupissent principalement à plus de 50% dans la misère abyssale. Et dans certains pays d'ailleurs, les gens se demandent si c'était pas mieux de rester sous l'autorité ou sous tutelle des Nations Unies, voire du colon, que d'avoir pris l'indépendance et de rester au statu quo. Merci, M. Philippe Amidodi, d'avoir planté le décor. Monsieur Alès Mikafo, aujourd'hui, les deux pays ont 62 ans. On va revenir dans quelques instants à votre sur beaucoup d'aspects. Et quelle est votre perception de la célébration de ces 62 ans des deux pays dont nous parlons aujourd'hui? Merci Moïse. L'Afrique francophone en général baigne dans la même mare dramatique, politiquement parlant. Et parlant de dramatiquement parlant sur le plan politique, on fait référence aussi au drame que vit la population. Parce que le politiquement incorrect impacte directement le social. Mais avant d'aborder ta question, je tiens d'abord à remercier, à féliciter sincèrement les autorités béninoises pour leur effort fourni à l'appui aux cotonculteurs béninois. Parce que nous venons de constater tout récemment, le Bénin est monté sur le toit africain en matière de premier pays à avoir produit plus de coton dans toute l'Afrique. Devant le Mali et le Bénin qui sont, devant le Mali et le Burkina qui sont les producteurs les plus influents à l'époque. Alors, la production béninoise de coton cette année est partie à 728 000 tonnes. C'est pas petit, c'est grand du moment où nous savons que toutes les économies en Afrique subsaharienne sont basées essentiellement sur l'agriculture. Alors, revenant à ta question Moïse, je pense qu'après 62 ans d'indépendance, il faut forcément faire le bilan. Mais le bilan n'est pas satisfaisant du moment où nous savons qu'aujourd'hui, nous dépendons plus de l'extérieur qu'à l'intérieur. L'Afrique aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne n'est pas encore en mesure de s'auto-nourrir. Et c'est une fatalité actuelle si nous ne voulons pas que demain, cela devienne un chaos. Donc, en tout cas pour moi, à l'instant, le bilan dans toute l'Afrique francophone jusqu'à présent, Moïse, c'est un bilan négatif, pour ne pas dire médiocre. Selon monsieur Alès, le bilan reste médiocre. Et alors, merci à tous d'être avec nous pour ce rendez-vous de votre émission en vie de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Moïse Aguingan, c'est moi, c'est mon nom. Nous irons donc au cœur du sujet dans quelques instants. À votre c'est l'occasion, encore une fois, de vous dire que vous pouvez vous aussi nous appeler sur le plus 1 319 462 89 119 pour participer à ce débat, faire des suggestions, apporter vos idées. C'est ensemble qu'on va construire l'Afrique. Et je vais faire juste des comparaisons au cours de cette émission. Alassane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire, gracié Laurent Gbagbo, qui est l'ex-président de la Côte d'Ivoire, dans son discours à la nation et lors de ses 62 ans, alors que de l'autre côté au Bénin, il n'y avait aucune grâce de la part du président Talon. Quelle est l'analyse que vous faites en tant qu'analyste politique, M. Philippe Amidodi? Bon, les deux pays, c'est vrai, vivent des situations un peu similaires. Pour parler des similarités, par exemple, aussi bien au Bénin qu'en Côte d'Ivoire, deux anciens chefs d'État sont toujours en vie.
Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de Konan Bédié et de Laurent Gbagbo. Pour le Bénin, c'est Yahi Boni et Nicéphore Chaudy. Les tensions entre Patrice Talon au Bénin et ses deux prédécesseurs ont été à leur apogée lors des dernières élections présidentielles. En ce qui concerne, lors des dernières élections présidentielles, même chose pour la Côte d'Ivoire, au lendemain de la modification, j'allais même dire, du viol constitutionnel opéré par Ouattara, et Laurent Gbagbo, encore en exil, hein, mais il s'était prononcé, mais Konan Bédié était monté au créneau, hein, avec même une condamnation qui actuellement reste une épée de Damoclès sur sa tête. Maintenant, au Bénin, le problème qui se pose au niveau politique, c'est l'arrestation et la condamnation de deux ténors de l'opposition. Il s'agit d'Aïvo et de Rekia Madougou. Beaucoup espéraient que Talon assouplisse un peu sa position, ne serait-ce que pour renforcer la cohésion sociale et pour apaiser la tension politique. Mais Patrice Talon, malheureusement, n'a pas fait ce choix-là. En Côte d'Ivoire, et j'en termine par ce pays-là, et l'absence des deux anciens présidents en vie de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et Konan Bédié, leur absence lors de la cérémonie de commémoration a été interprétée de diverses façons. De sources dignes de foi, Ouattara n'aurait pas honoré les engagements qu'il a pris vis-à-vis, surtout, de Laurent Gbagbo. C'est vrai, il a gracié Laurent Gbagbo. Certains disent même que la grâce présidentielle ne suffisait pas, il aurait fallu une amnistie, c'est-à-dire une grâce présidentielle, juridiquement, c'est-à-dire les poursuites sont interrompues. Mais, par exemple, Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat parce que son casier judiciaire reste entaché. Il y a également le cas d'un certain nombre de protagonistes dans la crise post-électorale de 2011 qui sont encore restés en prison, essentiellement des généraux proches de Laurent Gbagbo. Donc, les tensions sont restées. Dans les deux pays, les tensions sont là, malheureusement. Donc, vous parlez tout à l'heure de la grâce présidentielle accordée par Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. D'après beaucoup d'observateurs ivoiriens, c'était une démarche nécessaire, mais elle reste insuffisante, aussi bien dans sa forme que dans le fond. Voilà un tout petit peu l'analogie, la similitude que je peux faire entre les deux pays et les difficultés, et en tout cas les tensions politiques qui restent vives aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Alors, la plupart du temps, lorsqu'on voit les opposants, vous l'avez précisé tout à l'heure, lorsqu'on voit les opposants avec les gouvernants qui sont invités, on dit qu'ils collaborent, qu'ils reçoivent déjà des valises et autres. Quelle est l'interprétation que vous faites, monsieur Alès, de la présence des deux opposants du côté donc du Bénin, contrairement à l'absence des deux ex-présidents du côté de la Côte d'Ivoire? Moïse, et il faut bien retenir que dans le contexte ouest africain, les pratiques constitutionnelles manquent de consistance. Pourquoi je dis cela? Lorsque nous prenons la constitution béninoise comparée à la constitution ivoirienne, les deux ont presque le même esprit, mais sont travaillés de façon diagonalement opposée. Aujourd'hui, dans les facultés de sciences juridiques en Afrique de l'Ouest, je pense,
les constitutions maliennes de l'époque, la constitution sénégalaise et celle béninoise étaient les trois constitutions de référence. La constitution ivoirienne n'y est pas. Mais aujourd'hui, vu les soubresauts politiciens que subit toute l'Afrique francophone, précisément l'Afrique de l'Ouest, on voit aujourd'hui que presque toutes ces trois conditions ne font plus vraiment objet de référence. Prenons la condition béninoise, Moïse. Jusqu'à ce jour, elle n'est pas aussi si décriée de l'extérieur et de l'intérieur comme l'est la condition ivoirienne. Tout récemment, où le verrou constitutionnel a été sauté au niveau de l'article 55. Patrice Talon, lorsqu'il venait à la magistrature suprême, dans sa campagne, a donné son aveu, sinon son vœu, qu'il vient seulement faire un seul mandat. Mais sa parole n'a pas été honorée. Il est en train de faire son deuxième mandat. On ne lui tire pas trop des boulets rouges dessus parce que le deuxième mandat, il est juridiquement dans son droit. Et parce qu'après tout, la parole humaine n'est pas une parole d'évangile. Prenons la constitution ivoirienne. Le premier mandat fut effectué par M. Alassane Ouattara. Le deuxième mandat fut également effectué. Mais où en sommes-nous pour que M. Ouattara parvienne à être élu pour une troisième fois? Où certains sont en train de dire que c'est le premier mandat selon d'autres interprétations. Mais Moïse, c'est des pratiques qui dévaluent l'Afrique, même vue de l'extérieur. L'absence des deux présidents, je parle de M. Dessieur Bédié et Gbagbo. Moïse, tu ne peux pas être intuitivement conscient que quelqu'un est en train de te flatter et toi aussi, naïvement, tu vas continuer par suivre cette personne. Nous sommes dans cette logique. Si nous faisons référence au cas béninois, Yahi Boni et Talon tout récemment avaient eu des divergences, de vives divergences. Mais finalement, par la sagesse de ces deux présidents, l'Est et le Nouveau, ils sont revenus à pouvoir s'entendre. Et je suis convaincu que Talon, M. Talon, quoi qu'il en soit, il bénéficie forcément de certains conseils de Yahi Boni et réciproquement au niveau du patriarche Soglo. Ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Parce que quoi qu'il en soit, nous savons bien que M. Gbagbo, au niveau de la Côte d'Ivoire, revenait de la haie avec beaucoup de douleur, avec beaucoup d'amertume. Parce que, après tout, Moïse, n'oublions pas que les douleurs profondes sont difficiles à exprimer. Les douleurs profondes oui. sont difficiles à exprimer. Mesdames, messieurs, le feu est ouvert. Maintenant, vous pouvez nous appeler sur... Monsieur, je pense que j'ai un problème un peu de son aujourd'hui, mais ça ira. Mesdames, messieurs, le problème ne va pas persister, ça va s'arrêter un jour avec l'activité sociale et surtout donc les citoyens lambda. Quand on prend par exemple le cas de... je vais revenir en arrière un peu avec l'aspect abordé par monsieur Philippe Amédodi, le PIB des deux pays par exemple. On prend par exemple le cas du Bénin qui est à 133, où la Côte d'Ivoire est à 93, comparativement au Togo à 158. Vous, en tant qu'économiste, monsieur Philippe Amédodi, quel est le point de vue que vous, soit le regard que vous portez sur le PIB de ces trois pays, par exemple, après 62 ans? C'est ça. Merci Moïse. Peut-être par souci de clarté, et j'aimerais juste préciser que économiquement, le PIB signifie un tout petit peu, c'est ce qui sert en économie, une convention qui permet de mesurer la richesse d'un pays. Je lis la définition selon Larousse, c'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises, y compris
les entreprises, aussi bien nationales qu'internationales, situées sur un territoire. Il ne faut pas confondre le PIB avec le PNB, qui est le produit national brut, qui comptabilise, elle, ou enfin lui, le PNB, qui comptabilise toutes les activités produites sur un territoire. Donc, tu disais tout à l'heure, c'est vrai, qu'il faudrait aussi rappeler la référence, point de vue année. En 2020, c'est-à-dire il y a 2 ans de cela, les chiffres actualisés dont nous disposons, le PIB du Bénin était en dollars USD de 14, un peu plus de 14 millions. Donc la valeur, la richesse de production nationale, de production de ce pays, la valeur ajoutée, la somme des valeurs ajoutées de ce pays, le Bénin, était un peu plus de 14 millions. Celui de la Côte d'Ivoire était un peu plus de 43 millions. Le Bénin occupait alors le 100, qu'il a dit tout à l'heure, le 133e rang mondial en matière de PIB. Donc, c'est-à-dire en termes de richesse, il est 133e, je crois, sur 180 pays. Et la Côte d'Ivoire était 93e sur les 160 pays référencés. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire est un peu plus riche, en tout cas, 14 et 43, un peu plus de 3 fois plus riche que le Bénin. Maintenant, attention, si on rapporte cette richesse-là au nombre d'habitants, c'est-à-dire par tête de personne, le PIB par personne au Bénin en 2020 est de 1200, à peu près 1200 $, alors qu'en Côte d'Ivoire, ce même PIB est de 1700. Donc, il faut prendre la valeur relative pour être sûr de ne pas se tromper. C'est parce que, c'est vrai, la Côte d'Ivoire compte 26 millions d'habitants, alors que le Bénin n'en compte que 12 millions d'habitants dans la même période. Donc, il faut relativiser. Maintenant, on a déjà des indications. La Côte d'Ivoire est 93e pays le plus riche au monde, ok, et enfin, se situe occupe le 93e rang, et le Bénin occupe 133e rang sur les 160 pays. Donc, vous comprenez bien que surtout le Bénin, c'est vraiment dans les 60 pays les plus pauvres au monde. Ce qui n'est pas très glorieux, il faut le préciser. On reviendra peut-être sur d'autres indicateurs. Le PIB seulement ne suffit pas. Il y a d'autres indicateurs, c'est-à-dire l'indice de développement humain et l'indice de pauvreté humaine également. On pourrait revenir, mais comme tu le dis si bien, ces deux pays-là, malheureusement, ces deux pays d'Afrique francophone ne sont pas parmi les pays les plus prospères au monde. Évidemment, nous ne sommes pas les pays prospères du monde. Quand on prend l'exemple, je vais donner quelques exemples, puisque nous sommes, après 62 ans, nous devons vous poser des questions comme vos enfants, chacun aura son bilan à donner. Alors, Monsieur Philippe Amedodi, vous venez de nous parler du PIB, et véritablement, quand on prend le SMIC, par exemple, au Bénin, c'est à 40 000, en Côte d'Ivoire, c'est à 60 000, et au Togo, c'est à 35 000. Il y a une grosse différence, Monsieur Philippe Amedodi. Ça, c'est vrai. C'est également un cas qui attriste. Il faut rappeler quand même, il faut souligner en passant que lors de sa dernière allocution, Alassane Ouattara a révalorisé le SMIC. Le SMIC qui, soit rappelé en passant, constitue la rémunération minimale. La rémunération minimale fixée par les États. Donc au Bénin, ce SMIC, c'est-à-dire salaire minimum garanti, en Côte d'Ivoire, est de 60 000 francs CFA,
au Bénin, il est de 40 000 francs CFA et au Togo, il est de 35 000 francs CFA. Il faut rappeler que le Togo et le Bénin, ces trois pays-là ont accédé à l'indépendance pratiquement la même année, enfin, non, même pas pratiquement, la même année, en 1960. C'est seulement les mois qui diffèrent. Bénin et Côte d'Ivoire, c'était au mois d'août. Le Togo, c'était au mois d'avril. Donc, quelques mois, juste 4 mois plus tôt. Le Bénin, 40 000 francs, c'est pas énorme. Mais c'est déjà, il fait un peu mieux par rapport au Togo qui a 35 000 francs. Vous faites le calcul. Un Togolais qui gagne 35 000 francs, c'est le minimum. Hein. Je ne dis pas que tous les employeurs paient 35 000 francs à leurs employés. Mais un employé qui gagne 35 000 francs et qui doit payer pour aller travailler des taxes de péage à 1 000 francs, n'aura plus rien à manger. Même le carburant, il ne pourra plus l'acheter. Donc, ça donne déjà une idée de l'état de pauvreté ou l'état de paupérisation de nos pays. La Côte d'Ivoire fait un peu mieux. Je crois que le SMIC a été revalorisé, si mes mémoires sont bonnes, à 75 000 francs CFA. C'est-à-dire un peu plus de 2 fois par rapport au Togo. Je termine par là. Étant togolais, nous savons que les syndicats togolais et pas mal d'organisations professionnelles demandent à ce que ce SMIC soit revalorisé. Vous savez, au-delà du débat ou bien des affrontements idéologiques, lorsque les consommateurs d'un pays, et Alex vient de le dire tout à l'heure, ne sont pas capables d'absorber les consommations, les productions nationales, le pays est pauvre. C'est-à-dire la personne qui produit localement ne pourra pas vendre ses produits pour créer de la richesse. Donc, on se demande pourquoi ces trois pays, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, logés pratiquement à la même enseigne, ont d'aussi grands écarts, ont d'aussi grandes différences du point de vue économique. Soit c'est la mauvaise gouvernance notoire, ou bien ce que je crois que ça serait dramatique, soit c'est une méchanceté humaine qui fait que certains pays choisissent de plonger et de maintenir leur population dans une misère abyssale. J'ai parlé de misère abyssale, j'ai pesé mes mots. Je vous ai donné l'exemple du prix de péage par rapport aux 35 000 francs CFA par mois. Les Togolais, même ceux qui travaillent, tirent véritablement le diable par la queue pour boucler pour aller d'un mois à l'autre. Donc, c'est aussi l'occasion, aujourd'hui que la diaspora a la parole, de rappeler au gouvernement actuel du Togo de prendre les mesures adéquates pour que nous sommes encore, je crois que c'est le mois de décembre, le ministre du Commerce l'a annoncé, la foire pour essayer de promouvoir et de relancer la production nationale. Si la production est au rendez-vous et la consommation n'est pas au rendez-vous parce que les habitants n'ont pas les moyens d'acheter, qui ira les acheter? Donc ça veut dire que les sociétés risquent encore de s'endetter pour produire, mais cette production ne sera pas consommée. Donc c'est un principe économique qui est connu de tous. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Donc c'est un appel qui est lancé aussi bien au Bénin, qui ne fait pas beaucoup mieux que le Togo, lancé également au Togo pour que ceux qui travaillent au bien-être et qui ont le souci d'améliorer le bien-être de leur population se penchent sur ce problème-là pour donner aux populations de quoi se nourrir adéquatement. Merci. Merci pour votre analyse, M. Philippe Amédodi. Et je ne sais pas si M. Allais sera d'accord avec vous sur le même point, parce que quand on compare également les trois pays, je parle aujourd'hui du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo, vu que vous êtes du Togo, et l'indice de développement humain pour le cas du Bénin à 193, tandis que pour la Côte d'Ivoire,
à 205 et le Togo, auquel M. Philippe Amedodi vient de s'adresser, est à 204 aujourd'hui. Monsieur Alès, quelle est votre interprétation de cet indice de développement? N'est-ce pas que, par exemple, le cas du Togo, les gouvernements togolais font plus d'efforts sur ce plan? Moïse, je vais forcément critiquer un peu l'assertion du frère Philippe, parce qu'il vient de dire qu'en réalité, le Bénin fait mieux que le Togo. Je ne pense pas, parce que dans la logique des choses, ayons le courage de nous dire la vérité. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine, le Togo, dans bon nombre de domaines, surtout sur le plan économique, est à la traîne. Oui, parce que la misère nationale sur le plan togolais, Moïse, elle est très pitoyable. Laissons la région du sud. Déjà, lorsque nous montons au-delà de la région des plateaux, Moïse, la misère est très visible. Même la vie est très chère à Lomé aujourd'hui. La vie est très chère à Lomé, alors que les salaires ne sont pas proportionnels à la cherté de la vie. Là, c'est un souci, un réel souci social. Et revenons à ta question, mais je laisse de côté tous ces indices avancés par les institutions internationales financières. Oui. Prenons le b.a.-ba des choses, Moïse. Quelle est la nature, quelles sont les structures réelles qui soutiennent les économies africaines? Prenons précisément l'économie de ces trois pays. Je pense qu'une économie viable, une bonne économie, Moïse, est d'abord basée sur, aujourd'hui, une forte industrialisation. L'industrialisation dans ces trois pays est presque néante. Nous sommes à 62 ans après. Oui, mais curieusement, dans tous ces trois pays, si même l'industrialisation est presque nulle, vous serez surpris que les industries qui travaillent le plus sont les brasseries, ce qui est triste pour une jeunesse. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les vieux qui s'abreuvent, c'est la jeunesse aujourd'hui qui est en train de se plonger dans l'ivresse. L'économie d'un pays consistant est basée sur le commerce. Or, le commerce de tous les pays africains présents, précisément nos trois pays-là, ont une balance commerciale déficitaire. Ok, ce qui empiète directement sur la vie de chaque citoyen, riche ou pas. L'économie d'un pays est aussi basée sur quoi? Le transfert de compétences. Aujourd'hui, Moïse, l'Afrique a ce privilège de faire partir ses compétences travailler à l'extérieur, mais le transfert de technologie, nous n'en avons pas. Les bonnes têtes qui peuvent vaillamment développer le pays, parfois travaillent pour des pays étrangers, ce qui n'arrange pas forcément l'économie. Et enfin, les économies africaines sont basées sur l'agriculture. Nos agricultures, Moïse, ne parviennent pas à satisfaire le besoin alimentaire de nos populations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces indices, Moïse, moi je ne leur fais pas forcément confiance du moment où nous savons que nous vivons derrière les prêts reçus auprès des institutions financières comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Moïse, si nous devons être réalistes, soyons conscients de dire que nous vivons dans une pauvreté naturellement pas voulue. Parce que au début des indépendances africaines, les bases ont été faussées. Prenons d'abord les accords de coopération. Ce sont ces accords qui aujourd'hui sont en train de prendre en otage toute la gestion politique africaine. Et pour aller un peu plus loin, quel est ce pays africain dans lequel tu ne verras pas les dirigeants voler, je choisis le terme voler, voler l'argent du pays pour aller cacher dans les banques occidentales? Or, nous savons que l'argent mis dans une banque quotidiennement génère des intérêts. Ces intérêts générés par l'argent volé dans les caisses africaines pour rapatrier dans les caisses occidentales enrichissent l'Occident qui est déjà bien repu au détriment de l'Afrique qui est en train de s'amaigrir.
cet argent volé, j'implore, je demande tous les dirigeants africains qu'ils soient conscients de ramener un peu dans leur pays pour payer de petites structures de travail, pour encadrer la jeunesse. Et ce sera un début positif. Rappelons à tous les téléspectateurs que nous sommes à 62 ans après du côté du Bénin, du côté de la Côte d'Ivoire et notamment comme nos invités sont des Togolais. On parle un peu du Togo pour faire la comparaison et analyser comment est-ce que nous pouvons ensemble, la diaspora aussi peut contribuer de près ou de loin à la construction de l'Afrique et surtout que vous avez la nationalité africaine, citoyen engagé, M. Philippe Amédodi. Aujourd'hui, nous comparons tous ces trois pays, mais les trois pays n'ont pas la même superficie, ça c'est la première des choses. Et il y a beaucoup de critères, lorsqu'on se base sur ces critères-là, on ne peut pas les dissocier, mais tout ce que nous voulons, c'est au fait, c'est de régulariser la vie du citoyen lambda aussi, puisqu'il y a des compatriotes aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple les salaires minimums dans tous ces pays francophones, le cas par exemple du Maroc qui est à 123 385, ou contrairement au Niger, c'est à 27 000 francs CFA. Le cas du Togo, c'est à 28 000 francs CFA. Quelle est l'interprétation que vous faites par rapport à ça après 62 ans? Et quand on prend par exemple le cas du Bénin, 31 625, le cas de la Côte d'Ivoire, 36 607, votre réaction, M. Philippe Amédodi? Oui, et nous ne le dirons jamais assez. Et il s'agit, j'allais dire, de la pauvreté maintenue artificiellement dans ces pays-là. Des solutions existent, mais je crois que c'est la mauvaise volonté ou la mauvaise volonté politique qui fait que les populations croupissent encore dans la misère. Et également des choix de développement. Alex a parlé tout à l'heure, a félicité le Bénin pour le haut tonnage de sa production de coton. J'aimerais dire ceci. Qui, sur la terre, mis à part les nouveau-nés, même les nouveau-nés, du matin jusqu'au soir, on doit les vêtir pour les protéger du froid, voire même du soleil. Vous imaginez, le Bénin n'a pas d'industrie. On parle d'industrie capable d'absorber la jeunesse, de créer des emplois. Le Bénin exporte 80 à 90% du coton brut qu'il produit vers les pays d'Asie ou vers des pays d'autres continents. Ces produits sont transformés, donc ça crée de la richesse dans les pays où ces cotons-là, matières brutes, matières premières, sont exportés. Et ça revient sous forme de chemises, de pantalons ou encore d'autres produits manufacturés à prix d'or. Il parlait tout à l'heure de balance commerciale déficitaire. C'est l'explication. Lorsque vous vendez vos matières premières à vil prix et que vous importez des matières transformées ou manufacturées à prix d'or, ça veut dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est comme un ménage. Un ménage qui gagne 100 000 francs CFA, mais qui dépense tous les mois 200 à 300 000, ben, quelques mois plus tard, si il ne se retrouve pas à la banque, s'il ne se retrouve pas en prison, ben, il se retrouve à la rue. Donc, c'est l'explication, en fait, qui, normalement, devrait tomber sur l'essence à nos gouvernants. C'est-à-dire, pourquoi, même ces produits de rente, qui ne sont pas des produits vivriers, hein, je vais vous revenir sur la problématique également de l'absence d'autosuffisance alimentaire. Mais même ces produits de rente qui auraient pu être transformés sur le continent africain afin de créer de la richesse, de créer des emplois pour les Africains, nos gouvernants choisissent de les exporter. Allez savoir pourquoi
ces choix politiques sont faits. Quel pays a pu se développer en exportant des produits qui n'ont pas de valeur ajoutée? Ça n'existe pas dans le monde. Donc, n'est-il pas temps, avec tout le problème de chômage qu'on a aujourd'hui et tout le problème de manque de pouvoir d'achat, c'est-à-dire à partir du moment où, même si on garde 35 000 francs CFA comme SMIC au Togo, si au lieu de 100 travailleurs, on a 1000 travailleurs, du jour au lendemain, la masse monétaire sur le pays, dans le pays va augmenter. Et ça va permettre d'absorber, ça va permettre aux consommateurs d'avoir plus de consommateurs qui vont, et l'État doit accompagner cela en proposant des produits de substitution aux produits que nous importons, surtout les produits alimentaires. Aujourd'hui, si vous voyez nos statistiques, ce que le Togo importe, parmi les produits les plus importés du Togo, se trouvent les produits vivriers, les produits alimentaires, se trouvent le riz, le blé et le sucre. Nous avons de la canne à sucre. Par rapport au blé, nous avons beaucoup de tubercules et de céréales. Le riz, nous avons des rizicultures. Il suffit de les mécaniser. Je dis il suffit. Ça, l'État devrait pouvoir accompagner. Donc, je dis fondamentalement qu'il y a une lacune, il y a une mauvaise gouvernance de la part des dirigeants actuels qui, faute de bonne volonté ou faute de clarté, faute de vision ou d'ambition, laissent leur population croupir dans la misère abyssale. Ce n'est pas bon. Merci, M. Philippe. Merci, M. Philippe Amedodi. Nous avons un téléspectateur en ligne qui attend aussi. Et ça fait toujours plaisir de vous savoir, mesdames, messieurs. Vous pouvez dès à présent aussi contribuer de votre manière. Téléspectateur, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour à vous, M. Moïse. Bonjour à vos invités. Bonjour à l'audience. Votre point, allez-y. Ce qui se passe dans le monde, nous Africains, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller et prendre notre destin en main. Et ce que je dis n'est pas nouveau. Tout le monde le sait, tout le monde le pense. Mais c'est que ça doit être acté maintenant. Vous voyez les grands là, lorsqu'ils sont dans leur coin et qu'ils font des calculs, le PIB, le PNB, l'IDH, tout ça là, ces agrégats là, ce sont des chiffres que ceux-là savent manipuler. Et ce sont ces chiffres qu'ils utilisent pour dire par exemple que oh, toi tu peux pas emprunter telle somme d'argent. Lorsque je fais référence aux institutions de Bretton Woods, de Banque mondiale et FMI. Et donc, ok, même si vous allez emprunter de l'argent pour telle activité dans votre pays, vous le Togo, voici le taux d'intérêt, alors que pour la Chine, pour d'autres pays, c'est-à-dire que ces pays ne bénéficient pas du même taux d'intérêt. C'est comme s'ils calculent leur solvabilité. Et toujours pour les pays africains, c'est toujours élevé ce taux d'intérêt. Nous allons vous dire quelque chose. Hein. Vous avez vu la Banque africaine de développement, le Nigérian patron là, il a failli être évincé. Vous savez pourquoi? Allez-y chercher et comprendre. Le monsieur a commencé par donner de l'argent aux États africains à faible taux, sinon à taux zéro. Ça commençait à déplaire aux Américains et d'autres pays. Ils ont voulu le sauter. Il a eu son salut. Après combien d'inspections? 2 ou 3 inspections. Et puis on a trouvé que bon, le monsieur il est dans sa botte. On l'a gardé. Il y a les forums qu'ils font, qu'ils appellent Forum économique de Davos. Où est-ce qu'on a tenu la dernière conférence? On ne sait pas. Un petit groupe s'est réuni pour décider de l'avenir de tout le monde entier. Eux seuls, à 1%, ils détiennent la richesse de 99% de la population globale du monde. Et dans ces institutions qui calculent les indices X, Y, Z là, ouais. C'est eux qui créent également des structures telles que FAO. Vous voyez? Et ils divisent le monde, ces institutions-là, et ils donnent par exemple l'argent à l'Europe. Vous allez produire le blé, le maïs, les céréales,
et l'Asie. Qu'est-ce qu'il donne à l'Afrique? Oh, notre agriculture, notre économie est essentiellement basée sur l'agriculture. Et de quelle agriculture parlons-nous? La culture de rente, le café, le cacao. Et malheureusement, ce café, ce cacao, qu'en faisons-nous? Nous leur donnons ça. Et c'est de ça que les deux intervenants parlent. Nous leur revendons ça. Et à quel prix? Et quand ils font leur chocolat, le café, les Ovaltine, et nous achetons ça à combien chez nous? Et ce qui est malheureux, bon, ça je vais aborder ce point après. Et donc, je disais, nous devons nous réveiller et prendre notre destin en main. Nous ne pouvons pas produire le café, le cacao, leur donner, parce qu'ils en ont besoin, ils ne peuvent pas produire ça. Le seul endroit où moi j'ai vu le champ de café et cacao ici, c'est à Hawaï, parce que nous avons presque les mêmes climats. Ils ne peuvent pas. Cargill est au Togo, Cargill est en Côte d'Ivoire, Hershey est au Togo, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Ghana, et c'est eux qui fixent les prix des cafés et du cacao que nous allons produire pour leur usine et pour créer la richesse chez eux. Le PNB, le PIB dont nous parlons, les entreprises étrangères qui sont sur le territoire togolais par exemple, les richesses qu'ils accumulent, vous pensez qu'ils dépensent ça sur le Togo? Ils dépensent ça au Togo? Vous pensez qu'ils réinvestissent ça au Togo? Non, ils rapatrient ça pour ailleurs. Donc c'est des histoires erronées. Ça fait la troisième fois que je dis ça. Lorsque nous n'allons pas nous réveiller, avoir ce sursaut national, ce sursaut patriotisme, avoir la vision de grandeur, de construire notre État, nous allons vivre comme ça. On félicite le Bénin que bon voilà, il a produit combien? 744 000 tonnes de coton. Monsieur Talon était un ancien coton businessman avec un autre Malien. Vous voyez, il était dans ce business-là. Il arrive au pouvoir, il développe la culture du coton et tout. Vous pensez qu'il est le premier bénéficiaire? Ce sont des entreprises qui vont racheter ces cotons-là et les exporter au lieu de chercher. Parce que lui, ça lui fait gagner beaucoup d'argent. Au lieu de chercher, ne serait-ce qu'à implanter une usine de grainage de coton, on utilise les graines là pour faire autre chose. Mais ça ne passe pas comme ça. On se dit qu'on va les exporter. Nous n'allons jamais nous développer. Nous, quand nous étions enfants, et puis, vous qui êtes là aussi, vous allez dire que oh, le Togo avant, c'était mieux que le Togo d'aujourd'hui. Il y avait une usine à Badja. On appelait dans le temps la Satal. Je me rappelle, on me prend sur quelques fois, on nous prend sur le dos de le Vespa et on va en acheter les ailerons de poulet ou bien des trucs là. Est-ce que ces usines-là existent encore? Pourquoi on ne peut pas les implanter? Et sachez que le Togo importe à plus de 90% de ces produits-là. Ça dit que ça va coûter combien pour installer une usine de production de ces poulets-là et organiser les producteurs pour alimenter l'usine? Donc c'est là la question de manque de volonté et se lever, parler, ne suffit pas maintenant acter par des actions. C'est ça qu'il nous faut. Sinon, nous allons végéter toujours dans ça là et puis c'est des paroles. Ça fait combien d'années nous parlons de ça? 60 ans, hein? 62 ans, bientôt 65 ans, 70 ans. Après, vous allez dire que nous sommes des nations jeunes. Non, nous ne sommes pas des nations jeunes. Malaisie aujourd'hui, personne ne peut embêter la Malaisie rien qu'à cause de palmier à huile. Personne. Il suffit que Malaisie dit, je ne vais plus vous livrer le palmier à huile. Les gens vont commencer par prier, pardon, il faut nous livrer votre palmier à huile. Mais nous ne pouvons rien te faire. Vous voyez, nous devons développer des cultures de telle sorte que nous ayons des leviers pour que nous puissions parler. C'est eux qui ont besoin de nous en fait. Nous n'avons pas de politique énergétique. Moi, je vais installer peut-être, ne serait que prendre une pièce quelque part, mettre une petite machine pour produire du jus de fruits. Je vais commencer à réfléchir à si on coupe le courant demain. Et qu'est-ce que je vais mettre après à la place? Énergie solaire. Vous savez, on me fait le calcul de 30 kW, 30 kVA, le watt. À Lomé, on me dit que ça fait 30 millions. 30 000, un kVA à Lomé. Combien de personnes peuvent faire ça? Si j'ai besoin de 10 ou bien de 30 kVA pour pouvoir installer une usine. Vous voyez, ce sont des problèmes sur lesquels nous devons revenir, mais nous devons acter, aller vers les gouvernants. Nous ne devons pas être politiciens que être politiciens. Et ceux qui sont sur le terrain doivent travailler dans ce sens-là en constituant un vrai poids politique. Hein, pour aider le gouvernement à aller dans des sens où ça doit aller pour l'amélioration de la vie des citoyens. Sinon, ces organisations, ces agrégats qu'elles calculent,
et tout ça là, ça c'est leur problème. C'est pour leur bien, ce n'est pas pour nous. C'est pour pouvoir endetter plus nos États. C'est pour leur dire que vous ne pouvez pas faire ceci à cause de ça. Vous voyez? Merci. Donc, nous devons nous ressaisir et travailler, redynamiser l'économie nationale. Arrêtons quand même de vendre nos cotons, nos cafés, nos cacao à l'étranger. Parce que ces personnes, ils ne nous aiment pas, ils ne nous aimeront jamais. Il n'y a que nous seuls qui pouvons nous développer. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Voilà donc le point de vue d'un de nos téléspectateurs aussi. Alors, nous sommes presque à la fin de cette première thématique de ce jour. Avenir politique du Bénin, de la Côte d'Ivoire, 62 ans après. Qu'est-ce que ça donne, monsieur Alex? Moïse, permets-moi de reformuler un peu ta question, à savoir, relatif à l'avenir de l'Afrique francophone après 62 ans d'indépendance. Oui, qu'est-ce que ça donne? Ce que ça pourrait donner à l'avenir, ce que ça donne d'abord aujourd'hui, c'est la misère. Nous sommes derniers sur le plan international parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que l'Africain n'est pas respecté à l'extérieur, mais surtout en Occident. Mais les francophones sont les derniers des derniers. Africainement parlant, les francophones d'Afrique sont les derniers des derniers. Je me rappelle, Moïse, laisse-moi d'être un peu là, s'il te plaît. Allez-y. Il y a quelques années de cela, j'étais à Kinshasa. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Dans un quartier, j'ai vu un couple de Chinois qui dirigeait une boutique de commerce de toutes sortes. Et ils étaient en train d'employer des Congolais. Par curiosité, j'ai abordé le propriétaire de la boutique, je discutais avec lui. Il me fait savoir qu'il donne du travail aux Congolais. Et figure-toi, c'est quelqu'un qui s'exprime très aisément dans le patois de la capitale. Il parle aisément chinois. Je parle d'un Chinois. Et il me dit son argent, il ne le garde pas au Congo, il le rapatrie chez lui. Que tout son argent part toujours chez lui. Moïse, et il n'est pas le seul détenteur de cette boutique, ils sont nombreux, à employer les nationaux. Moïse, qu'est-ce qui fait ça? Comment peut-on expliquer qu'un Congolais ne peut pas diriger une structure de ce genre? J'ai fait le même constat une fois j'étais parti en Côte d'Ivoire. J'ai constaté dans un quartier UP, presque toute la restauration est détenue par les Libanais. Moïse, et c'est des gens aussi qui ne gardent pas leur argent en Côte d'Ivoire, mais ils rapatrient ils font partie de l'argent dans leur pays d'origine. Et figure-toi, ils emploient beaucoup d'Ivoiriens. Est-ce à dire que les Ivoiriens ne sont pas compétents pour diriger leur restauration? Point d'interrogation. Avec cette allure, nos pays africains, surtout les pays francophones d'Afrique, risquent d'être dominés d'ici 25 ans par les étrangers qui sont en train de détenir le pilier principal du monopole commercial. Et si nos dirigeants ne prennent pas conscience d'accompagner la population désireuse à créer d'autres structures d'emploi pour retenir la jeunesse, eh bien, nous risquons notre perte en étant sur nos territoires nationaux. Merci, monsieur Alès Mikafou. Alors, monsieur Philippe, vous nous écoutez. Monsieur Philippe Abidodi, vous nous écoutez. Ok. Oui. Alors, nous sommes à la fin de cette première partie. Votre mot de fin. Oui, en fait, je remercie bien l'intervenant qui a téléphoné tout à l'heure. C'est vrai, les grilles d'analyse imposées par les institutions internationales, les institutions de Bretton Woods, en l'occurrence le FMI, nous défavorisent. Mais il a dit tout à l'heure que les pays d'Europe, il y a le G6, le G20, s'organisent, il y a le forum de Davos. Les pays soi-disant riches s'organisent pour se rencontrer, évaluer ou bien identifier les problèmes auxquels ils font face et chercher de façon, chercher à mutualiser
leur force pour résoudre ces problèmes-là. Moi, je lui renvoie une question. Qu'est-ce qui empêche les chefs d'État ou les gouvernants africains? Il n'y a pas que seulement la gouvernance politique, hein. Il y a aussi la gouvernance économique. Les capitaines d'industrie, les grands capitaines d'industrie de nos différents pays, d'organiser des rencontres pour réfléchir à la façon dont ils peuvent adresser des solutions aux problèmes dont nous vivons. Ces capitaines d'industrie-là, beaucoup ont leurs économies ou bien beaucoup fabriquent des produits qui sont destinés aux marchés locaux et qui peuvent passer les frontières par voie routière pour gagner des marchés dans les pays voisins. Nous ne le faisons pas. Donc, ne jetons pas seulement la pierre aux dirigeants politiques. Il y a également des défaillances ou en tout cas des lacunes au niveau de manque de vision et d'ambition au niveau des capitaines d'industrie en Afrique. Je termine en disant, le problème au Togo, étant togolais, ce que j'ai observé, et d'ailleurs, l'homme le plus riche du Nigeria, j'ai oublié son nom, qui est dans les industries de phosphate, le nom m'échappe. Dangote l'avait dit. UNE. Dangote l'avait dit. Ce qui est étonnant au Togo, ou en tout cas dans certains pays où règne la dictature pure et dure, c'est que les nationaux ne sont pas à la tête des plus grandes industries. Tout à fait. C'est comme si les dirigeants, ou en tout cas les dictateurs, règnent qu'en autorisant, en favorisant, ou même en laissant prospérer les nationaux, ils seront confrontés à des menaces. Vous savez que dans certains pays où règne la dictature, et les dirigeants interdisent aux hommes d'affaires riches de rouler dans des grosses voitures, dans des voitures beaucoup plus grosses que celles des dirigeants politiques. Dans nos pays, dans les pays les plus pauvres au monde, ceux qui sont les plus riches, c'est ceux qui sont en politique. Dans les pays développés, les acteurs ou bien les personnes les plus riches, c'est ceux qui ont retroussé leurs manches et qui travaillent. Ou que les parents ont été des grands capitaines d'industrie. Donc c'est une question fondamentalement de culture ou bien de mentalité. Il faut que les mentalités changent. Il faut que les gouvernants qui disposent quand même des leviers financiers et politiques aident les capitaines d'industrie africaine à se développer pour subvenir surtout aux besoins alimentaires de leur population. On l'a encore vu avec la pandémie au Covid-19 et avec la crise militaire en Ukraine, les difficultés dans lesquelles les pays africains sont mis du fait que nous importons une bonne partie de ce que nous consommons. Ce n'est pas bien. Il faut que la nouvelle génération puisse prendre ce problème-là à bras le corps pour que dans 5 ans, dans 10 ans, l'Afrique puisse également, la tête haute, parler avec certains pays. Donc, je ne dis rien ici de nouveau. Nous le disons tout le temps. Notre ami l'intervenant l'a dit. Aujourd'hui, Moïse, le diagnostic est fait. Il disait, il suffit, il faut maintenant agir. Le diagnostic est fait. Le médecin, les scientifiques, les Africains ont fait le constat. Il y a majoritairement un problème de mauvaise volonté, doublé de mauvaise gouvernance, aussi bien politique qu'économique. Il faut que nous puissions tourner la page à cela et avancer. Nous parlons ici en tant que citoyens. Nous n'avons pas les clés de la politique économique et de la politique monétaire dans nos pays. Je ne vais pas revenir sur la problématique de la monnaie également. Alex parlait tout à l'heure du déficit chronique, voire structurel de notre balance commerciale, des balances commerciales des pays d'Afrique francophone, surtout celles qui ont le franc CFA comme monnaie. C'est aussi un des problèmes. C'est-à-dire, lorsqu'on a une monnaie forte, économiquement, on
ne se soucie pas de produire, on se croit riche, on importe. Et qui importe ne produit pas. À force d'importer, on devient paresseux. Il y a des choses qu'on peut produire au Togo, les Togolais préfèrent l'importer. Et je termine par là, la problématique également de l'importation, c'est aussi les gens qui gravitent autour des pouvoirs. Étant donné qu'ils trouvent, Alex l'a dit tout à l'heure, ou bien non, c'est l'intervenant. Aujourd'hui, les marchés africains sont inondés des produits surgelés, que ce soit des volailles, des poissons, des produits halieutiques ou bien des bovins. Alors que nos éleveurs croupissent dans la misère. Pourquoi est-ce que le poulet bicyclette au Togo coûte 3 fois plus cher que le poulet dioxiné qui vient de l'Europe? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nos États ne pourraient pas prendre des mesures au niveau des douanes pour dissuader, pour ralentir cette façon d'inonder ou bien même de faire de la concurrence déloyale à nos propres producteurs? C'est de ça qu'il s'agit. Moïse, toi, moi et Alex, nous ne pouvons pas prendre cette disposition-là. En économie, ça existe. Ça s'appelle des barrières douanières pour favoriser la production locale. Lorsque nos frontières sont ouvertes comme des portails où peuvent rentrer du n'importe quoi et même parfois des produits dangereux à la santé des populations, on se demande où se trouve le ministre de la Santé, où se trouve le ministre de l'économie et du commerce. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne leur jetons pas de la pierre inutilement. Ils ont entre leurs mains un pouvoir. Il faudrait qu'ils utilisent ce pouvoir à bon escient pour que les populations puissent accéder à un meilleur, à un bien-être. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà mon mot de fin. Merci, monsieur Philippe Amidodi. Vous voulez rajouter 30 secondes? Tout à fait, pour compléter ce que le frère Philippe vient de dire. Il faut aussi que les dirigeants africains, les autorités africaines se rappellent qu'ils ne peuvent pas être au devant de la chose publique dans sa gestion et se désolidariser de leur population qu'ils sont en train d'administrer. Ça ne marche pas comme ça. Ils ont forcément besoin de la caution populaire pour pouvoir mieux gérer les choses. Au cas contraire, ils sont en train de conduire toute la barque dans la noyade. Et à l'avenir, il faut que nos dirigeants africains parviennent à se poser la question: où sera la place de mon pays, où sera la place de ce continent d'ici 50 ans? Au moins, c'est une projection sur 2 générations. Là, ils pourront avoir une idée de la chose du moment où ils sont forcément entourés. Nos pays africains sont dirigés par de grands docteurs, de grands spécialistes, mais malheureusement, on voit dans leur pratique quotidienne la carence de la bonne acquisition qu'ils ont eue. Et c'est un paradoxe qui n'avantage pas l'Afrique. Fin de cette première partie de votre émission Envie de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Vous êtes Maliens, Sénégalais, Guinéens, Togolais, Béninois, Ivoiriens, bref, de l'Afrique francophone, résidant du côté de la diaspora ou au Bercail. Contactez-nous pour participer et faire partie également de notre liste de débatteurs également. Vous avez l'habitude de nous contacter et c'est l'occasion pour nous encore une fois de renouveler la confiance et nos portes sont ouvertes à toutes les couches sociales pour s'exprimer sur nos antennes. On va faire la pause et revenir juste après. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers